Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 15 juillet 2023. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le gouvernement continue d'apporter son soutien au secteur touristique à Sainte-Marie pour attirer davantage de touristes à visiter cette île. Les améliorations ont été apportées aux sites touristiques locaux, notamment la cimetière des Pirates et d'anciens Forbans, ainsi que l'église catholique d'Umboud-Foutch, qui a été la première église catholique établie à Madagascar. La construction de la route longue de 27 km à Sainte-Marie a également été lancée aujourd'hui pour favoriser la visite de cette île qui vit du tourisme. Les détails avec Judical Rajanirin sur les images de Antre Radjanjaybe. La cimetière des Pirates et l'île aux Forbans sont parmi les sites qui attirent le plus de touristes à Sainte-Marie. L'histoire de cette petite île de Madagascar a été marquée par la présence de pirates et Forbans qui sont morts et enterrés ici. Ainsi, pour faciliter la visite, les 4 embarcadères ont été aménagés et désormais les 2 parcours de visite sont officiellement ouverts à tout public. Le Tera qui se fait en voiture et sur terre et l'Aqua qui se fait en bateau. Ce site historique a également fait l'objet d'une plaque expliquant son histoire. En outre des allées, des bancs en pierre ont été aménagés pour les visiteurs. Par ailleurs, la route touristique de l'île aux Forbans a été inaugurée aujourd'hui. L'histoire de cette cimetière de pirates est un patrimoine national, un trésor qui rend Sainte-Marie particulièrement célèbre et c'est la raison pour laquelle on l'appelle île aux pirates. L'église catholique Notre-Dame de l'Assomption, Umboud-Foutch, fait également la renommée de Sainte-Marie. En effet, c'est la première église catholique établie à Madagascar il y a 176 ans. Cet endroit fait également partie des sites touristiques intéressants. Cependant, au cours de ces 100 années, l'église construite au bord de la rivière et en un lieu venteux n'a pas été suffisamment entretenue et s'est presque effondrée. Ainsi, afin de préserver ce patrimoine national, le gouvernement a donc procédé à sa réhabilitation par l'intermédiaire du ministère de la Communication et de la Culture. La rénovation qui respecte la structure de la maison est actuellement achevée. L'église catholique d'Umboud-Foutch sera ajoutée à la liste des sites du patrimoine mondial et le ministère responsable est actuellement en train d'effectuer les démarches nécessaires en ce sens. Outre la rénovation de l'église, le président Andradouin a également offert la sonorisation de l'église. Cette première église de Madagascar est une relique très importante pour Sainte-Marie, a-t-il affirmé, et elle est particulièrement importante pour les habitants car elle donne aussi vie à la foi. Cela fait 1 an que le président de la République s'est rendu pour la dernière fois à Sainte-Marie. À cette époque, les habitants ont demandé la réhabilitation de la route de cette localité. Leur demande est maintenant exaucée, car les travaux pour la route qui fera 57 km au total a commencé aujourd'hui, notamment les 17 km qui relient Loukins et Bellevue, la petite boucle de 10 km partant de Bellevue vers Voïlave et la grande boucle de 24 km en direction du nord. Continuons toujours sur le voyage du président de la République à Sainte-Marie. L'aéroport de Ravoura sur l'île Sainte-Marie a reçu le certificat d'aérodrome. Cet aéroport qui a été endommagé suite au passage successif de cyclones a été réparé et entièrement rénové en 2022. Les travaux et aménagements réalisés qui ont atteint 4,4 milliards d'ariars ont été achevés. L'une des réalisations qui se sont démarquées a été l'installation des balises lumineuses. Le président de la République Andradouin est venu l'inaugurer hier après-midi. La rénovation de cet aéroport est une étape importante pour l'ouverture de Sainte-Marie sur le monde et promeut ainsi le secteur touristique. Les détails toujours avec Judical Ranjianirin sur les images de Antre Radjanjaybe. 88 ans après le premier vol qui a atterri, l'aéroport Ravoura sur l'île de Sainte-Marie a reçu le certificat d'aérodrome, ce qui signifie que cet aéroport peut désormais recevoir des vols directs de l'étranger. Par conséquent, le nombre de vols arrivant ici devrait augmenter. Il est estimé que le nombre de touristes venant sur l'île Sainte-Marie augmente également avec l'augmentation du nombre de vols. En effet, un défi a été lancé pour ramener le nombre de touristes à celle de 2019, avant l'épidémie de Covid-19, a précisé le ministre de Transport et de la Météorologie qui a reçu le certificat d'aérodrome.
Le gouvernement a déployé d'énormes efforts et de détermination pour concrétiser ce projet. La réhabilitation qui a été faite après les cyclones successifs de 2022 a atteint jusqu'à 265 millions d'ariars. L'ensemble des infrastructures a été rénové et amélioré. Et désormais, l'aéroport de Sainte-Marie dispose de balisages lumineux qui le permet d'accueillir davantage de vols de nuit. Ces aménagements et rénovations ont coûté au total 4,4 milliards d'ariars. Ravura est le 7e aéroport international à disposer des balises lumineux à Madagascar et le 6e aéroport international sur toute l'île qui a reçu cette certification. Dans un tout autre sujet, maintenant, la commune d'Amboïtchoum, en Kazoubé, a reçu une centrale solaire. Le président du Sénat, Irmen Narazaf Maïf, a rendu possible la mise en place de cette infrastructure grâce à ses entretiens avec des partenaires lors de sa visite à La Réunion. Environ 3000 habitants d'Amboïtchoum et des municipalités environnantes pourront bénéficier de l'électricité de cette centrale grâce à la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. Mervoulette Sferen sur les images de Praz Denilson. Les 11 Fukuntans dans la commune d'Amboïtchoum, district d'Ankazbé, comptent actuellement environ 17 000 habitants. Près de 90% de la population utilise encore des bougies ou des lampes à pétrole. C'est en voyant cette situation que le président du Sénat a discuté avec des partenaires étrangers à La Réunion de ce projet d'énergie solaire pour les habitants d'Amboïtchoum. Désormais, la centrale solaire y est installée afin que 3000 ménages puissent en bénéficier grâce à la coopération entre le gouvernement et le secteur privé. L'électricité pourra être utilisée 5 heures par jour en alimentant une seule fois par semaine les piles et 3 heures par jour pour la télévision, selon les explications. En outre, cette infrastructure inaugurée aujourd'hui peut également être utilisée pour faire fonctionner les réfrigérateurs de stockage des médicaments du CSP2. On sait également qu'Akamasoutoul Zanahar à Ankazbé bénéficiera d'une centrale solaire similaire. Parallèlement à cette cérémonie d'inauguration, la convention de coopération entre la DER et la société réunionnaise Solar Plexus a également été signée dans la matinée. À noter qu'Amboïtchoum fait partie des communes bénéficiant de nombreuses infrastructures d'aménagement, telles que les routes goudronnées et en pavé, la construction de ponts, de barrages, d'établissements scolaires, l'octroi de cartes foncières et de jugements supplétifs et la protection sociale à Saaf Chamirinj. Cela afin de concrétiser le défi du président de la République, selon lequel aucun district ne sera oublié. Cela fait plus de 40 ans que les habitants des 67 hectares et ses environs n'ont pas pu régulariser leur situation. Il est à rappeler que ces habitants des 67 hectares ont aménagé les terrains de la CEMAD qui n'ont pas fait l'objet de construction, notamment les cités des 67 hectares, mais ils ne possèdent ni titre ni carte foncière. Actuellement, l'État veut sécuriser et régulariser la situation foncière de ses habitants à travers la CEMAD. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat est venu voir ses habitants qui sont concernés hier et leur a expliqué la situation et les procédures à suivre. Les détails avec Natera Koutmauf sur les images de Sech Adjianap. Au minimum, 10 000 habitants des 67 hectares et ses environs ne possèdent ni titre ni carte foncière et n'ont pas de situation foncière régulière. Ces habitants avaient aménagé depuis des années les terrains de la CEMAD. Des terrains qui n'ont pas fait l'objet de construction de la cité des 67 hectares, de parkings ou d'espaces verts. Pour sécuriser afin de régulariser leur situation foncière, le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat les a rencontrés aujourd'hui pour les informer du projet actuel de l'État qui vise à régulariser leur situation foncière, notamment ceux qui ont déjà des constructions sur les terrains et qui y ont habité depuis des années ou qui ont acquis des biens via des ventes ou des héritages. Pour ce faire, ces habitants concernés par cette régularisation, ceux n'ayant pas encore de documents fonciers, devront aller auprès de la CEMAD et établir un contrat de vente avec ces sociétés d'État. L'État facilitera l'acquisition de terrains déjà aménagés selon les explications du secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Des comités locaux composés des représentants du Fukuntan et des techniciens issus du service de la topographie procéderont aux diverses vérifications si la personne est bel et bien celle qui a aménagé et habité le terrain depuis des années. Les documents comme les carnets de Fukuntan feront office de justificatif. Une fois les documents réunis, la vente de terrain peut se faire via la CEMAD.
Le paiement se fera par échelon, soit un délai d'1 an ou plus tard, selon les moyens des personnes concernées, souligne le ministre. Le projet entre dans le cadre de la facilitation d'octroi de titres fonciers de la population. Il est à noter que les habitants des quartiers d'Indota Peignec 1, 2 et 3, un casse 67 hectares et ses environs, sont concernés par ce projet de régularisation foncière. En éducation, les épreuves du baccalauréat débuteront à partir de ce lundi 17 juillet 2023. Tous les préparatifs sont déjà plus ou moins au point au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique actuellement, selon les explications. Mais du fait de l'augmentation du nombre de candidats cette année, le nombre des surveillants doit être également augmenté. Et face à cela, l'Université d'Antananarivo a décidé d'appuyer le ministère. Les détails avec Naté Rakoutmaf. Il est à rappeler que le nombre de candidats à l'examen du baccalauréat pour cette année scolaire a augmenté de 12% dans toute la grande île par rapport à l'année scolaire précédente. Pour Antananarivo en particulier, le nombre de candidats a augmenté d'environ 5%. De ce fait, le nombre de centres d'examen a aussi été renforcé. Le nombre de surveillants pour les centres d'examen est insuffisant face à cette augmentation. Ainsi, l'Université d'Antananarivo a décidé de donner la main au ministère pour la surveillance au niveau des centres d'examen. Selon le directeur des examens au niveau de l'Université d'Antananarivo, le nombre des correcteurs et les chefs de centre est déjà mis au point car toutes les écoles ont déjà pu dépêcher des représentants. Mais le souci réside au niveau des surveillants. Il appelle ainsi les enseignants à renforcer le nombre des surveillants si l'Université d'Antananarivo a déjà décidé d'apporter sa contribution. En général, tous les préparatifs sont déjà au point. Pour faire face à l'examen, le directeur des examens nationaux a tenu à rappeler quelques consignes. Premièrement, seuls les stylos bleus sont acceptés dans les salles d'examen. Les candidats ne doivent pas apporter que des stylos bleus. Les candidats qui ont déjà 18 ans et plus doivent également se munir de leur CIN et pour les autres, de leur carte scolaire avec évidemment pour tout le monde les convocations à l'examen. Pour les candidats qui doivent passer la théorie d'EPS, ils doivent également se munir de la convocation pour les EPS, ainsi que tous les documents nécessaires, convocation, CIN ou carte scolaire, souligne le directeur des examens nationaux. En outre, il est également porté à la connaissance de tous les candidats que tous les appareils électroniques sont interdits dans les salles d'examen. Des contrôles seront effectués avant chaque épreuve, selon les explications. Les parents sont également tenus de rappeler ces mesures aux candidats, selon Ralaivo Azasu. Les candidats à l'examen du baccalauréat passeront leur examen à partir de ce lundi 17 juillet 2023 et cela durera 4 jours pour l'enseignement général, tandis que pour l'enseignement technique, l'examen durera jusqu'au 27 juillet 2023. Ensuite, au cours des 3 dernières années, le taux de réussite aux examens du CEPE a augmenté. Il a été constaté que la stratégie mise en œuvre par le ministère de tutelle pour la réforme fondamentale du système éducatif a été un succès. Cependant, il y a eu une baisse du taux de réussite au BEPC pour la circonscription Antananarivo en 2023 par rapport à l'année dernière. L'une des raisons est la propagation et la vente des faux sujets sur les réseaux sociaux, selon le ministère de l'Éducation nationale. Felana Rakudarsoul nous en dit plus. Le taux de réussite aux examens du CEPE est passé à 76,01% en 2023 contre 73,87% l'an dernier. Cette augmentation qui a été constatée depuis l'année scolaire 2020-2021 qui a vu un taux de réussite de 66,69%. En effet, des efforts ont été déployés afin d'améliorer la qualité de l'éducation, selon les informations. En outre, le taux de réussite à l'examen BEPC en 2023 est passé à 66,49% pour la Cisco Atsimoujan contre 64,83% l'année dernière, soit 7 965 des 12 251 candidats inscrits ont obtenu le BEPC en 2022-2023. Par contre, le taux de réussite dans les Cisco Antananarivo Avarajan et la capitale a diminué, selon les statistiques publiées par le ministère de l'Éducation nationale.
Pour la circonscription scolaire Antananarivo-Greenwich, par exemple, 13 000 candidats sur 24 996 inscrits à cet examen ont réussi leur BEPC cette année, soit un taux de 54,54% selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. L'une des raisons est la propagation de faux sujets sur les réseaux sociaux. De ce fait, de nouvelles stratégies seront mises en place pour augmenter le taux de réussite, notamment l'amélioration de la qualité de l'éducation, selon toujours les informations. Et des réhabilitations ont été apportées à un grand bâtiment scolaire avec 3 salles de classe au lycée technique professionnel de Manandar et au centre de formation professionnelle des femmes afin que les élèves de ce lycée puissent poursuivre leurs études après le passage du cyclone de l'année dernière. Ce bâtiment est également clôturé et alimenté en électricité par photovoltaïque. Une collaboration entre le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'OIT a permis la rénovation et la réparation des infrastructures, des travaux qui impliquent la participation de l'OIT dans la mise en œuvre du Vélerin du président de la République, qui est la jouissance d'une éducation de qualité pour tous les enfants malagasy, ainsi que le 6e Vélerin du travail décent pour tous. Suite à des travaux de rénovation, le centre de formation professionnelle des femmes et du lycée technique professionnel de Manandar ont été inaugurés jeudi dernier. Un projet réalisé en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'OIT, ou l'Organisation internationale du travail, à travers le projet IMO. Selon les informations, la réhabilitation des anciens bâtiments de ces 2 centres de formation à Manandar, ravagés par les cyclones de l'année dernière, font partie du projet de rétablissement socio-économique suite au passage des cyclones à Madagascar. Il convient de noter que ce projet a pour objectif de renforcer la résilience de la population affectée par les cyclones et de permettre aux élèves de ce lycée de poursuivre leurs études après le passage des cyclones. Afin de garder la qualité et la durabilité de ces infrastructures, un entretien régulier est indispensable selon l'OIT. Dans ce sens, une convention a été signée entre cet organisme et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Un comité d'entretien a été mis en place et une dotation des kits d'entretien et la formation des agents d'entretien. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, des fortes températures sont attendues ce week-end dans plusieurs régions du globe, en Europe, en Asie, aux États-Unis ou encore en Afrique du Nord. Ces vagues de chaleur font craindre des problèmes sanitaires sur les populations, mais aussi des incendies à répétition. Reportage sur les images de France 24. Selon les prévisions, le mercure aujourd'hui pourrait dépasser le plus élevé de l'histoire européenne, un record battu le 11 août 2021. Ce jour-là, la température avait atteint les 48,8 degrés Celsius à Floridia, un village sicilien. Et aujourd'hui, selon le service national de prévision météorologique, la situation pourrait se reproduire notamment dans les îles italiennes, en Sardaigne et en Sicile. En cause, l'anticyclone baptisé Cerbère. Il vient du Sahara. 15 régions italiennes ont été placées en vigilance rouge et dans les prochains jours, la situation pourrait perdurer puisqu'un nouvel anticyclone africain Caronte devrait frapper l'Italie à partir de ce dimanche. Et comment la péninsule se prépare-t-elle à cette température extrême ? Alors, le ministère italien de la Santé a émis un bulletin d'alerte niveau 3, le plus élevé. Il indique des conditions extrêmes de chaleur qui posent un risque pour la santé humaine, en particulier celle des populations les plus fragiles, les personnes âgées, les enfants en bas âge, les femmes enceintes. Le ministère recommande d'éviter de sortir entre 11h et 18h, rester hydraté, éviter les efforts physiques. La Croix-Rouge a activé un numéro vert d'urgence nationale et puis chaque région a mis en place des mesures spécifiques, des initiatives. Dans les Pouilles, par exemple, un programme de distribution d'eau aux personnes âgées a été activé dans les lieux les plus fréquentés de la région. En Ligurie, à Gênes, un ambulatoire mobile a été activé pour porter secours immédiat en cas de besoin. Clairement, ici, la situation inquiète les autorités. Selon une récente étude l'année dernière, 18 000 morts avaient été attribués à la chaleur ici en Italie.
Ensuite, les autorités russes enlèvent et rééduquent des milliers d'enfants ukrainiens pris dans la tourmente de la guerre. Ils sont ensuite placés dans des familles d'accueil russes et selon Kiev, quelques 20 000 enfants auraient été déportés depuis l'occupation de la Crimée en 2014. France 24. Cette petite chambre à Kiev est devenue un refuge temporaire pour Olga et ses 2 filles dont elle est la tutrice. Olga vivait avec sa famille à Kherson. La ville était alors sous occupation russe. Son époux fait le choix de rester. Olga, elle, organise sa fuite dans le secret. Elle fera le voyage par la Russie pour rejoindre Kiev. J'ai dit que j'allais rendre visite à des proches en Sibérie. J'ai menti tout le long. À Kherson, Olga était régulièrement sollicitée par les autorités d'occupation russes. Y rester, c'était prendre le risque d'après elle de perdre Sacha et Darina. Ils m'auraient imposé d'avoir un passeport russe et de changer l'acte de naissance des 2 filles. Ensuite, comme ils le font habituellement, ils auraient organisé une colonie d'été et nous auraient enlevé les enfants. Des enfants qui risquaient donc d'être retenus de force en Russie. Ceux-ci reviennent de loin. Ils font partie de la centaine d'enfants renvoyés en Ukraine cette année grâce à l'ONG Save Ukraine. Ce jour-là, ils participent à une séance d'art-thérapie pour guérir de leur traumatisme. Tatiana, une grand-mère ukrainienne, participe à l'atelier. Elle a vécu 5 mois dans la peur, celle de ne jamais revoir son petit-fils Nikita. Ils nous ont causé tant de douleurs et de larmes. Je voulais tellement qu'ils reviennent. À Moscou, ils m'ont donné un document à signer pour déclarer que je suis sa grand-mère et sa tutrice officielle. Et pour confirmer que j'ai récupéré Nikita. Il s'est renfermé sur lui-même, mais là, il commence doucement à revenir à la vie. Tous ces enfants ont été traumatisés par la violence de la guerre et la violence des gens. Ils ont vécu un stress intense. Les changements dans leur mode de vie leur ont fait perdre leurs repères. Alors c'est un nouveau départ pour ces enfants dans leur propre pays. À l'heure où les autorités ukrainiennes remuent ciel et terre pour retrouver les quelques 20 000 autres qui auraient été déportés par la Russie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.